Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Cette semaine qui s'achève est très agitée pour la classe politique française. Affaire Penelope Gate, le candidat de l'élection présidentielle pour la droite et le centre, François Fillon, avoue avoir commis une erreur morale et non une faute illégale. En tout cas, François Fillon résiste à la pression. En Afrique, le Maroc adresse une sévère mise en garde à l'Union européenne. Rabat voudrait voir l'Union européenne mettre en œuvre l'accord sur l'agriculture qui lie les deux parties. Dans cette édition d'un tour dans le monde, nous allons revisiter les leçons de la 28e édition du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu récemment à Addis Abeba. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite et juste après, un tour dans le monde. Le Parlement israélien a voté cette semaine une loi qui permettrait au gouvernement israélien de s'approprier des centaines d'hectares de terrain palestiniens et ceci dans les territoires occupés en Cisjordanie. Toutefois, le procureur général israélien estime que cette loi controversée n'est pas conforme à la Constitution, tout comme elle est contraire au droit international. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Alain Patrick Fouda. Ces images de vidéosurveillance ont fait le tour du monde. 4 policiers d'Aulnay-sous-Bois en Île-de-France interpellent violemment un jeune homme de 22 ans lors d'un contrôle d'identité. Frappé à coups de matraque, Théo s'en tire avec des blessures à la tête et une déchirure anale de 10 cm de profondeur selon un médecin. Le parquet s'est saisi de l'affaire. Les 4 policiers ont été suspendus de leurs fonctions. Un a été mis en examen pour viol et les 3 autres pour violence volontaire. Choqués par les conditions de l'interpellation du jeune homme, des habitants de la cité ont exprimé leur colère par des casses et des incendies de voitures. Mais Théo préfère le recours à la justice plutôt qu'à la violence. Stop à la guerre. Soyons unis. J'ai confiance en la justice. Et la justice sera faite. Face à l'indignation soulevée par cette affaire, la classe politique et des artistes ont témoigné de la solidarité à Théo qui devra garder son lit de malade pendant 60 jours. Les 650 élus du Parlement britannique ont largement adopté le projet de loi du gouvernement conservateur donnant à Theresa May le pouvoir de déclencher le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les députés de la Chambre des communes ont approuvé le texte par 494 voix contre 122. Le projet de loi doit ensuite être examiné par la Chambre des Lords avant de revenir devant les députés en cas d'amendement. L'adoption définitive du texte ne devrait donc pas intervenir avant plusieurs semaines. Mais Theresa May le dit et le répète, elle déclenchera avant le 31 mars l'article 50 du traité de Lisbonne, point de départ de 2 ans de négociations pour sortir de l'Union européenne. Voici l'homme qui a inspiré la politique anti-immigration de Donald Trump. Jeff Sessions, sénateur ultra-conservateur de l'Alabama, a obtenu mercredi 8 février le poste de ministre de la Justice. Les sénateurs ont voté par 52 voix contre 47 en faveur de ce fidèle de Donald Trump, la quasi-totalité des démocrates votant non. Jeff Sessions, 70 ans, fut le premier sénateur à se rallier à la candidature de Donald Trump pendant les primaires républicaines. La défense des droits civiques et notamment le droit de vote des Noirs a été au cœur du débat autour de son élection, rattrapé par de vieux propos considérés par ses détracteurs comme racistes. À la tête du département de la justice, Jeff Sessions supervisera plusieurs services dans le FBI, les 93 procureurs fédéraux et l'administration pénitentiaire. Il s'annonce donc comme un adjuvant important pour Donald Trump dans son bras de fer avec la justice américaine. Rappelons que le décret anti-immigration interdisant l'accès aux États-Unis à 7 pays à majorité musulmane a été suspendu par un juge fédéral de Seattle, une suspension valable sur l'ensemble du territoire américain.
Les présidents du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie étaient en conclave cette semaine à Bamako. C'était en présence du président en exercice de l'Union africaine, le président guinéen Alpha Condé. Principale résolution de cette rencontre, la mise sur pied d'une force militaire qui aurait pour objectif de lutter contre le terrorisme. Une fois de plus, la mouture d'Alain Patrick Fouda sur l'Afrique qui bouge. En Côte d'Ivoire, on croyait terminer le feuilleton des protestations militaires, mais il faudra encore attendre. Mardi 7 et mercredi 8 février, les forces spéciales ivoiriennes ont semé la panique dans la ville côtière d'Adiaké, dans le sud-est, en tirant des coups de feu en l'air. Tout comme ceux qui s'étaient mutinés en janvier dernier, les militaires d'Adiaké demandent 12 millions de francs CFA et de meilleures conditions de vie. Selon les médias ivoiriens, ces militaires accusent également leur commandant, le général Lassina Doumbia, de retenir leurs primes quotidiennes, des primes destinées à la surveillance de la frontière voisine avec le Ghana. Les forces spéciales ivoiriennes, un détachement d'élite rarement vu en public, est pourtant réputé loyal au gouvernement. Une situation qui oblige la Côte d'Ivoire à accélérer l'implémentation de sa loi de programmation militaire lancée en 2016, une loi qui prévoit l'achat d'équipements modernes pour 1,2 milliard d'euros, mais aussi la refonte des effectifs de l'armée. Voici le nouveau président de la Somalie. Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu mercredi 8 février à l'issue d'un scrutin indirect qui a réuni les 275 députés de l'Assemblée nationale et 75 sénateurs. Ambassadeur de Somalie aux États-Unis entre 1985 et 1989, le diplomate de 55 ans à la tête du parti Tayo détient également la nationalité américaine. L'élection qui s'est déroulée sous haute tension met fin à une période d'incertitude née des différents reports du scrutin depuis août 2016. Le nouveau président devra aussitôt s'attaquer tour à tour à la corruption des services publics, l'insurrection des Chebabs et la famine qui menacent plus de 5 millions de personnes à travers la Somalie. Scène surréaliste jeudi 9 février au Parlement sud-africain. Des députés de l'opposition ont été violemment expulsés de l'hémicycle alors qu'ils tentaient d'empêcher le président Jacob Zuma de tenir son discours annuel à la nation. Ils contestent sa légitimité et exigent sa démission pour violation de la Constitution. En mars 2016, la justice avait condamné le chef d'État pour avoir fait payer par le Trésor public la rénovation de sa résidence privée. Après cette bagarre, les députés du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, ont décidé de quitter le Parlement en guise de protestation. Hors de la bâtisse, la police a dû user de gaz lacrymogène pour disperser les partisans du Congrès national africain et ceux de la gauche radicale. Le président Zuma a pu commencer son discours devant les parlementaires 1 heure plus tard. Enfin, s'est-il exclamé à son arrivée au pupitre. Le gouvernement congolais a pris entièrement en charge le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le plus redoutable et le regretté opposant de la RDC aurait certainement souhaité voir la mise en œuvre de l'accord conclu le 31 décembre 2016 entre sa grande famille politique et la majorité présidentielle. Au cœur des négociations se trouvaient également les évêques. L'implication de l'Église dans la résolution des conflits en Afrique, le regard du docteur Sostène Efouba.
Un vent de changement a soufflé sur l'Union africaine. Le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu récemment à Addis Abeba en Éthiopie était riche en décisions. Le ministre tchadien des Affaires étrangères est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le numéro 1 guinéen est devenu le président en exercice de l'Union africaine et le Maroc signe son retour au sein de l'organisation panafricaine pour évoquer les enjeux et surtout les leçons du tout dernier sommet de l'Union africaine. Je reçois le professeur Guy Veleux. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Bappé. Et félicitations pour la promotion au grade. Merci. Professeur, vous êtes un des experts de l'Union africaine. Cela signifie que vous avez suivi avec un grand intérêt le tout dernier sommet de l'Union africaine. Vous vous êtes dit, est-ce que c'est un conclave comme les précédents ou alors celui-ci fera date? C'est un rendez-vous décisif qui ouvre une nouvelle ère. Oui, il faut déjà reconnaître à l'Union africaine le fait qu'elle puisse tenir quand même à date ses réunions ordinaires parce que son article 6 prévoit bien que l'Union tienne les sessions ordinaires, au moins une session ordinaire par an. Et jusque-là, elle a pu tenir déjà le pari de tenir 2 sessions par an, soit une au siège de l'Union africaine à Addis Abeba et l'autre donc dans une capitale africaine. Alors à partir de là, on aurait pu imaginer le contraire, hein, vu la dépendance qu'éprouve l'Union africaine vis-à-vis des partenaires extérieurs, on aurait pu imaginer qu'elle ne puisse pas tenir ces sessions. Ça, c'est une chose. Maintenant, une autre est de savoir si maintenant les grandes, ce que d'aucuns appellent mutations qui sont intervenues à la tête de l'Union constituent une nouvelle ère, comme vous le dites. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant à la tête d'une institution, c'est un espoir qui s'ouvre. Et pour cela, donc, le fait pour l'Union africaine d'élire de nouveaux dirigeants, vous avez cité le Guinéen Alpha Condé, mais également le Tchadien Moussa Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Mais toute la question de savoir si ces deux dirigeants pourraient donc faire accepter donc, la mise en œuvre des résolutions importantes aux chefs d'État et de gouvernement, parce que vous savez que c'est l'un des principaux problèmes de l'Union africaine, c'est-à-dire les décisions suprêmes sont prises par les chefs d'État et de gouvernement. Et pour donc un président de la Commission de l'Union africaine puisse faire accepter ces résolutions, il faut bien qu'il puisse parler d'égal à égal avec ses chefs d'État. Et c'est pour cela, d'ailleurs, si vous me permettez, que le Malien Alpha Omar Konaré, qui jusque-là est le seul président de la Commission de l'Union africaine qui aura été chef d'État, a pu avoir un mandat plutôt positif de 2003 à 2008 quand il était à la tête de la Commission de l'Union africaine, mais on se pose la question de savoir si les nouveaux dirigeants pourraient donc remplir ce challenge donc, en faisant accepter les décisions par les chefs d'État et de gouvernement. D'accord, professeur. On constate, vous l'avez déjà dit, que cette commission a été renouvelée, peut-être pas dans son entièreté, mais ce qui est sûr, c'est que l'actuel président de la Commission de l'Union africaine, c'est un outsider, on ne l'attendait pas. On ne comprend pas comment il a fait pour dévancer la Kenyane, qui était pourtant donnée largement favorite. Est-ce que c'est la fameuse règle non écrite qui voudrait, ou alors qui a prévalu, celle qui voudrait qu'on retrouve à la tête de la Commission un ressortissant d'un pays qui ne pèse pas grand-chose en termes de, peut-être, puissance au sein de l'Union? On ne peut pas dire que le Tchad ne pèse pas, parce que vous voyez bien que le Tchad a mené des actions importantes en termes d'intervention militaire ces derniers temps, aux côtés d'un certain nombre de pays africains. Et d'aucuns ont même d'ailleurs pensé que le Tchad voulait, à ses interventions, à sa position militaire au sein de l'Afrique, il voudrait ajouter une sorte d'influence diplomatique comme cela. Mais en dehors de ce point, il faut reconnaître qu'il me semble que
que l'Union africaine voulait quand même continuer l'alternance entre dirigeants anglophones et dirigeants francophones. Parce que vous savez que Mme Zuma était anglophone, elle a remplacé un francophone, le Gabonais Jean Ping, et là maintenant on a un autre francophone, dont le Tchadien Moussa Mahamat. Mais il faut d'ailleurs dire que depuis la création de l'Union africaine, les francophones ont le plus occupé ce poste de président de la commission. Donc on cru justement que c'était le tour des anglophones. Voilà, c'était le tour des anglophones, mais une fois de plus, c'est le consensus africain qui a prévalu au niveau des équilibres entre anglophones et francophones, mais également au niveau de l'équilibre, comme vous l'avez dit, entre États qui intervient le plus militairement et qui pourrait également jouer un rôle au niveau diplomatique. Mais une fois de plus, beaucoup sont réservés à l'idée que M. Mahamat, comme vous le dites, qui est un outsider, qui a été ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre de son pays, qui est plutôt reconnu comme étant réservé, comme respectant les volontés des chefs d'État et de gouvernement, est-ce qu'il pourrait vraiment faire le poids devant ce que d'aucuns appellent ce club des chefs d'État et de gouvernement qui entendent préserver jalousement leur souveraineté au détriment d'une supranationalité de l'Union africaine qui ferait avancer un peu plus l'intégration africaine? Professeur, tout à l'heure, vous avez dit que le Tchad n'est pas un petit pays, hein, comme on pourrait le penser, d'autant plus que certains Africains aujourd'hui estiment que le passage du président Idriss Déby comme étant président à l'exercice de l'Union africaine est un passage plus ou moins applaudi et que son poulain également pourrait peut-être faire des choses attendues par les Africains, ce que Mme Zuma n'a pas pu faire. Ce qui est sûr, c'est que M. Déby a un ton plus ou moins libre par rapport aux problématiques de l'Afrique, et notamment les rapports entre l'Afrique et les puissances occidentales. C'est quelqu'un qui a le courage de dire ce que de nombreux chefs d'État africains n'arrivent pas à dire. Je ne voulais pas citer le cas de la problématique du franc CFA par rapport à la France, mais également le cas de beaucoup d'autres problématiques, en l'occurrence les rapports entre les pays africains et la Cour pénale internationale. Alors, donc, à partir de là, à partir de ces quelques exemples, il est de bon ton de dire que Monsieur Déby a une personnalité qui lui permet de dire avec courage un certain nombre de choses. Mais de là à dire donc que le président de la commission aura la même étoffe, il me semble qu'il est de bon ton qu'on attende voir d'abord comment il va agir. Mais vous avez pu observer comme moi que c'est quelqu'un qui a un tempérament plutôt consensuel et je me pose des questions s'il ira donc au front, comme on le dit, pour essayer de bousculer les lignes, parce que c'est tout le problème de l'Union africaine, c'est-à-dire... Peut-être que diplomatiquement, il réussira à trouver un consensus à chaque fois qu'il y aura un problème. Oui, la diplomatie au sens classique du terme, c'est-à-dire ce langage feutré qui n'arrive pas à prononcer, toucher du doigt les problèmes qui fâchent, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui sortent de leurs réserves. Vous citiez le cas de M. Déby tout à l'heure, qui sortent de leurs réserves pour pouvoir faire bouger les choses et dire aux autres Africains qu'il est grand temps de faire avancer l'intégration. Donc, on attend voir, le plus sage serait d'attendre de voir M. Moussa Mahamat à l'œuvre pour dire s'il aura été capable de faire appliquer, mettre en œuvre les grandes résolutions qui datent déjà et qui peuvent permettre à l'Union africaine de régler ces problèmes classiques de financement, d'efficacité, d'intervention de forces africaines en attente et tout ce que vous pouvez imaginer. En parlant de révolution, vous me donnez l'opportunité d'évoquer justement les réformes institutionnelles qui sont en cours au sein de l'Union africaine. Le président Paul Kagame a présenté les grandes lignes et que déjà des interrogations se profilent. On se demande pourquoi est-ce que les chefs d'État ont demandé un temps de réflexion alors que ce projet-là a déjà été validé. Bon, à vrai dire, est-ce que les réformes Kagame sont des réformes nouvelles ou innovantes? Parce que globalement, vous retrouvez le renforcement du pouvoir du président de la Commission de l'Union africaine, une meilleure division du travail entre la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États. Alors, la mise en œuvre de la fameuse taxe Kaberuka, du nom de l'ancien président de la Banque africaine de développement, et puis d'autres mesures comme ça qui
sont au fond des mesures qui ont souvent été soulevées, évoquées par de nombreux experts et adoptées même par la Commission de l'Union africaine. Cela signifie justement donc que c'est un remake, il n'y a rien de neuf. Il est sûr, c'est que peut-être les mots ont été changés, mais les réformes à la fois institutionnelles, mais également liées au financement de l'Union africaine, sont des réformes connues déjà sous Madame Zuma, sous Monsieur Ping, sous Monsieur Alpha Omar Konaré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit que Monsieur Alpha Omar Konaré avait un ton un peu trop libre par rapport au chef d'État et de gouvernement. C'est pour dire que je ne suis pas très surpris de ce que les chefs d'État et de gouvernement demandent un temps de réflexion, simplement parce que nous savons qu'il y a un problème de volonté dans la mise en œuvre de ces réformes-là. Parce que on voit bien que sous d'autres cieux, dans d'autres espaces régionaux comme l'Union européenne, où la supranationalité a suffisamment avancé, il y a par exemple le triangle institutionnel constitué du Conseil, de la Commission, mais également du Parlement, qui constitue le véritable pouvoir exécutif et législatif de l'Union européenne. Pourquoi ne pas donner également ces pouvoirs à la Commission, au Parlement panafricain, mais également à une institution telle que le Conseil de paix et de sécurité? Autrement dit, ce sont des réformes qui sont déjà connues et que l'idée d'un temps de réflexion est une fois de plus un langage diplomatique qui permet de dire que, bon, vous n'avez peut-être pas compris le problème du chef d'État. Voilà, c'est que les souverainetés doivent rester intactes et puis l'Union africaine peut plutôt se débrouiller à faire du bricolage comme ça là, pour essayer d'être efficace au cas par cas. Parmi ces réformes, vous avez évoqué la taxe Kaberuka, qui est cette taxe à l'importation, 2% à l'importation. C'est quand même un moyen pour l'Union africaine d'obtenir des financements et sortir de la dépendance de ces bailleurs de fonds internationaux, mais que déjà des réticences. Des réticences, parce qu'il faut peut-être le rappeler, 90% du budget programme de l'Union africaine est financé par les partenaires extérieurs. Et on parle aujourd'hui de cette taxe de 0,2% sur les importations. Mais avant cette taxe, il y avait la taxe sur les polices d'assurance, la taxe sur les billets d'avion, la taxe communautaire intérieure. Qui se sont avérées insuffisantes. Mais qui n'ont jamais été appliquées. Posons-nous d'abord la question si les premières réformes qui ont été proposées, qui ont d'ailleurs été adoptées par la Commission de l'Union africaine, ont-elles été mise en œuvre? Il ne me semble pas, et l'Union africaine est restée là à attendre non seulement le financement des partenaires extérieurs, mais également le financement de ce qu'on appelle le G5, le groupe des 5 pays qui financent le plus, parmi lesquels on retrouve le Nigeria, l'Algérie, la République sud-africaine et puis deux autres États. C'est dire qu'il faut vraiment que soient adoptées des mesures durables, structurelles qui permettent donc à l'Union africaine de sortir de cette dépendance que vous évoquez tant, et que le temps de réflexion qui est évoqué ici n'est qu'un temps encore de trop, et qui accrochera encore l'Union africaine aux partenaires extérieurs, ce qui entraîne une faible efficacité, mais également une dépendance vis-à-vis de nos partenaires extérieurs en termes de prise de décision. Justement, professeur, comment donc sortir l'Union africaine de ce challenge-là qui n'arrive pas à respecter ses propres décisions prises? Alors, vous convenez avec moi que le respect d'une décision suppose que la décision soit mise en œuvre sur le terrain, en termes d'intervention, en termes d'action opérationnelle. Mais si vous n'avez pas de moyens matériels et financiers, vous ne pouvez pas mettre une décision en œuvre. Ça veut dire que si l'Union africaine décide d'intervenir au plan de l'agriculture, la recherche scientifique, de la santé ou l'éducation dans un pays membre, il va bien falloir des moyens pour déplacer les fonctionnaires de l'Union africaine, mobiliser les experts, financer les séjours, financer les recherches. Et à partir du moment où, justement, il n'y a pas de ressources internes pérennes, autonomes, il sera toujours difficile à l'Union africaine. Pourquoi donc prendre des décisions quand on sait qu'on n'a pas justement les moyens? Est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois que les décisions sont prises, les assortir des contraintes, par exemple? Oui, c'est une très bonne... Pour obliger les uns et les autres à y aller, ou les pays membres. C'est une très bonne idée, et cela retrouve même l'idée la plus classique selon laquelle l'Union africaine ne devait pas être une organisation généraliste. Elle devait procéder de façon étapiste en s'occupant d'abord
d'abord d'un certain nombre de problèmes techniques, hein, de façon très modeste, et mobiliser les moyens nécessaires pour les financer. Et là, prendre des décisions donc, qui pourraient être financées en fonction donc, des ressources de l'Union africaine. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher à l'Union africaine de prendre des décisions, hein, parce qu'au moins, qui n'osent même pas être mises en œuvre. Au moins, en attendant qu'elles soient mises en œuvre, il faut dire qu'il y ait des décisions. Et le problème de fond, c'est celui que vous posez, c'est-à-dire la mise sur pied des ressources alternatives de financement en dehors donc, des cotisations classiques des États membres, lesquels n'arrivent même pas à honorer de façon précise, ce d'autant plus que, et c'est pour cela d'ailleurs la réforme Kagame prévoit des prises de sanctions à l'endroit des États qui ne versent pas régulièrement leurs cotisations. C'est dire que toute la question semble tourner tout autour du financement autonome, permanent et durable des activités et puis du fonctionnement de l'Union africaine. Professeur Guy Veleux, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Okay. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, portez-vous bien et à samedi.